Nous sommes aujourd'hui dans un environnement et dans un contexte très particulier, marqué par plusieurs faits et plusieurs défis. Le premier des défis, c'est un défi sanitaire, ça s'impose à tout le monde. Avec cette crise sanitaire qui s'est imposée à nous depuis 2 ans et qui malheureusement ne finit pas. Ce contexte interpelle l'État au niveau central, mais ça interpelle aussi les collectivités territoriales. Nous sommes aussi dans un environnement sécuritaire, puisqu'avec tous ces conflits qui émergent dans plusieurs parties de la sous-région, au Mali, au Burkina Faso, au Sénégal, ce contexte aussi s'impose à nous parce que c'est les communautés qui sont impliquées, c'est les communautés qui sont interpellées. Et donc ça s'impose à nous et les prochains élus qui seront là seront obligés de conjuguer avec ce contexte-là. Nous sommes également dans un contexte économique particulièrement difficile. Le Covid a laissé des séquelles extraordinaires en termes de difficultés, en termes de soucis qui sont imposés aux communautés, aux populations. Et aujourd'hui, il est question de relance. Comment assurer cette relance-là? Comment accompagner les communautés qui sont impliquées dans ces difficultés économiques avec des répercussions au niveau des ménages, l'alimentation n'est pas bien assurée, l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, etc. Un ensemble de soucis qui se posent à ces communautés et pour lesquels c'est important que les prochains élus qui arrivent soient conscients de cela et qu'ils puissent le prendre en charge. Alors, c'est dans ce contexte un peu que nous lançons cette initiative pour donner la parole à des personnalités fortes de la société civile, mais aussi des élus, mais aussi certains de l'administration qui ont déjà dirigé et qui ont de l'expérience. Et nous leur donnons la parole pour qu'ils puissent nous parler, qu'ils puissent parler aux citoyens, qu'ils puissent parler aux élus, aux candidats, je veux dire, pour préparer ces élections-là, pour qu'on ne se trompe pas de choix. Le contexte il est particulier puisque pour la première fois, le Sénégal va avoir une approche d'élection au suffrage direct. Alors, cela voudrait dire qu'il ne faudrait pas qu'on se trompe, puisque par le passé, on aurait pu dire « oui, mais ce n'est pas notre choix, c'est le choix des... » Mais actuellement, c'est le choix avec une élection directe qui se fera. Et donc, c'est important, surtout pour les citoyens, qu'ils puissent savoir pour qui nous allons mettre notre vote, puisque cette personne va nous représenter pendant 5 ans, il va prendre des décisions, il va communiquer en notre nom et pendant 5 ans, il va le faire. C'est particulièrement important et je pense que les citoyens doivent être sensibilisés dans ce sens. Et c'est dans ce contexte donc qu'ENDA, nous avons pris l'initiative de lancer cette série de capsules vidéo qui vont être diffusées jusqu'au 22 janvier, veille des élections, pour parler aux citoyens, pour parler aux élus, pour dire que c'est un temps fort, mais c'est un temps qui va passer. Ce n'est pas la fin de la vie politique, ce n'est pas la fin d'une nation, c'est juste un temps fort qu'il faudra que les citoyens saisissent pour ne pas se tromper et pour qu'ils puissent mettre à la tête des institutions locales les bons maires, les maires qui ont des aptitudes, des compétences et des attitudes nécessaires pour diriger les collectivités territoriales pendant les 5 prochaines années. Alors, quand on parle d'élu local idéal, on pense tout de suite à un ensemble de compétences et un ensemble d'attitudes qu'ils doivent avoir. Bon, je ne vais pas tous les citer, mais peut-être que je vais m'arrêter sur 5 ou 6 qui me paraissent essentielles, qui sont des aptitudes, donc des compétences qu'ils doivent avoir. Je vais terminer par les attitudes, les comportements que ces élus doivent avoir et qui doivent guider le choix. Je pense que c'est important puisque en observant bien les candidats qui se présentent à nous, qui vont nous parler, ça nous permettra de décrypter un certain nombre de caractéristiques qui nous semblent essentielles pour avoir l'élu idéal. Évidemment, on peut se tromper, mais au moins qu'on ait un certain nombre de repères, un certain nombre de critères qui guident notre choix pour tous ceux et celles qui viendront vers nous pour recueillir notre suffrage. À mon avis, parmi ces compétences et ces aptitudes, il faut d'abord signaler l'aptitude du candidat à élaborer ou à avoir une vision pour son territoire. Aujourd'hui, de plus en plus, plusieurs acteurs venant du monde de la société civile, venant des anciens élus et venant aussi des partis politiques, venant de l'administration, des techniciens purs et durs, plusieurs viennent vers nous pour dire « nous voulons être maires ». La première question que nous devons nous poser en tant que citoyens, c'est quelle est sa vision du développement
qu'est-ce qu'il veut promouvoir comme étant une approche de développement, qu'est-ce qu'il veut nous apporter comme mieux-être en tant que citoyen vivant dans une collectivité, qu'est-ce qu'il veut nous apporter aussi comme vision d'un développement autour duquel nous devons tous nous mobiliser. Très souvent, cette vision, si nous les écoutons bien, nous pouvons en décrypter un certain nombre d'éléments qui peuvent nous permettre de dire, bon, c'est peut-être le bon candidat autour duquel il faut travailler, autour duquel il faut se mobiliser pour aller de l'avant. Donc, ça me paraît être un élément clé. Quelle est la vision et quelle est l'ambition qu'il a pour les citoyens, pour ses concitoyens, les jeunes qui sont dans des difficultés, les femmes qui sont dans des difficultés, mais aussi l'ensemble des personnes vulnérables et les territoires qui sont aussi vulnérables. Quelle est la vision qu'il a pour le bien-être de l'ensemble de ces acteurs-là. Deuxième aptitude de ce qu'on peut appeler un élu idéal, c'est qu'il doit savoir communiquer. Évidemment, quand je dis il doit savoir communiquer, tout de suite on va penser ça doit être un grand orateur, ça doit être quelqu'un qui sait haranguer les foules dans les meetings, etc. C'est bien, il faut qu'il sache parler. Mais ce qui me semble essentiel et ce qui me semble le plus important, c'est qu'il faut qu'il sache écouter. On dit, le dicton dit, Dieu nous a dotés d'une bouche et de deux oreilles. Il faut qu'on les utilise de manière efficiente. Donc, de plus en plus, ceux qu'on voit, qui sont dans les meetings et qui ont une bonne prise de parole et autres, il faut savoir aussi s'ils peuvent nous écouter, puisque en définitive, nous les choisissons pour qu'ils puissent nous représenter. On ne peut pas représenter et parler au nom de quelqu'un sans savoir ce qu'il veut. Pour savoir ce qu'il faut, il faut savoir l'écouter. Donc la capacité d'écoute de ces élus-là, de ces candidats, me semble être quelque chose d'essentiel. Et donc ça, c'est ce que j'appelle l'aptitude à la communication. Non pas la prise de parole, mais surtout l'aptitude et la capacité d'écoute vis-à-vis des citoyens pour qui nous demandons le suffrage. Troisième élément qui me semble essentiel, c'est la capacité à mobiliser. Évidemment, quand je dis mobiliser, on va tout de suite penser à mobiliser pour le meeting, remplir le terrain de foot avec des militants et autres. C'est bien, mais je veux parler de quelque chose de beaucoup plus simple. Mobiliser les citoyens, mobiliser les concitoyens à travailler autour d'enjeux et de défis qui se posent dans les territoires. Souvent dans nos quartiers, on a du mal à avoir accès à l'eau potable. On a du mal à gérer la salubrité. On a du mal à gérer la sécurité. On a du mal à... Il y a un ensemble de défis qui se posent dans les territoires, dans les quartiers, dans les villages, pour lesquels, à mon avis, c'est important, quand on dit mobilisation, qu'on puisse savoir est-ce que le candidat a déjà initié des actions dans ce sens. Est-ce qu'il a déjà conduit une mobilisation pour gérer les problèmes de sécurité qui se posent. Dans les villages, il y a tout le temps des conflits qui émergent. Est-ce que le candidat qui se présente à nous, il a déjà mobilisé autour d'actions de développement comme ça, qui puissent nous donner espoir en disant que si nous le mettons à la place du maire, il peut continuer ce travail qu'il a déjà fait. Donc, je parle des choses plus simples. Pas la mobilisation politique, pas la mobilisation dans les meetings et autres, mais d'actions simples que nous voyons, et Dieu seul sait que dans les quartiers, nous en voyons beaucoup. De gens qui sont là et qui, dans un contexte particulier avec des difficultés, peuvent se mobiliser et peuvent mobiliser les concitoyens pour qu'ils puissent ensemble conduire des initiatives pour améliorer leur bien-être. Et que, voilà, donc, mobilisation. Quatrième compétence qui me semble être essentielle, c'est la compétence à la gestion des ressources. Nous sommes dans un environnement, dans un monde où malheureusement les ressources financières, il n'y en a pas beaucoup. Le peu de ressources qu'il y a, c'est important que ceux à qui nous confions nos destinées pour qu'ils puissent être les élus, les maires ou les présidents de département, qu'ils puissent nous démontrer déjà une bonne aptitude à la gestion des ressources. Évidemment, vous voyez dans les quartiers, il y a déjà certains qui sont totalement entachés, dans des magouilles, dans des bradages de terre, etc., etc. Faisons attention à ne pas leur donner nos destinées, puisque pendant 5 ans, ils ont déjà ces comportements, peut-être qu'ils vont perpétuer dans les collectivités territoriales. Donc, capacité de gestion des ressources. Et l'autre aspect lié à cette capacité de gestion des ressources, c'est la capacité à identifier les ressources possibles pour les mobiliser. Nos territoires africains ne sont pas pauvres. Nos villes ne sont pas pauvres. Il y a beaucoup de potentialités qui sont là. Et c'est important que le candidat puisse démontrer déjà qu'il a une bonne capacité de lecture de ces potentialités, de ces capitaux qui existent et qu'il puisse les mobiliser. Ne serait-ce que le capital humain.
Les jeunes aujourd'hui constituent la première force sur laquelle nous pouvons bâtir. Est-ce que le candidat il a compris cela? Est-ce qu'il est déjà impliqué dans le tissu associatif? Est-ce qu'il a déjà fait des initiatives comme ça pour travailler avec les jeunes, travailler avec les femmes qui sont dans le territoire et qui peuvent faire ce travail-là? Cinquième aptitude ou compétence qui me semble essentielle, c'est la compétence de manager. Aujourd'hui, je pense que si on parle d'institutions locales, nous devons comprendre que le monde a changé. Autant par le passé, nous avions des maires notables qui étaient là pour juste gérer les conflits, etc. Autant aujourd'hui, les mairies et les départements doivent être gérés à la manière de la gestion des entreprises. Donc, nous devons avoir de véritables managers qui peuvent se donner un ensemble d'objectifs et qui peuvent ensuite travailler pour que ces objectifs soient atteints, mais surtout qu'ils puissent mobiliser des compétences autour de ça. Je vais peut-être donner quelques exemples, bon, pas d'actuel maire, mais d'ancien maire. Mamadou Diop, par exemple, a été un grand bâtisseur, un grand manager. Si vous voyez la mairie de Dakar, avec tout ce qu'il y a eu comme compétences autour de cette mairie, Mamadou Diop a fait la démonstration que c'était un grand manager et qui a pu relever plusieurs défis. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on attend de ceux qui sont les candidats et qui veulent avoir notre suffrage pour aller dans les élections, pour aller dans les mairies. Ça me paraît essentiel puisque, vu le contexte actuel avec la politique qui s'est infiltrée dans tous les sillages et qui s'est infiltrée dans tout ce qu'on est en train de faire, nous avons tendance à mettre dans les institutions locales le personnel politique qui nous a accompagnés pour les élections. À mon avis, c'est une erreur. Si nous le faisons, cela veut dire que pendant 5 ans, nous n'aurons pas des gens qui sont orientés vers l'impulsion du développement, mais nous aurons des gens qui sont là juste pour la survie politique. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel qu'il faut regarder auprès des candidats qui viennent vers nous. Est-ce qu'ils auront cette aptitude, est-ce qu'ils auront cette capacité de se départir un peu de ces enjeux politiques en disant que j'ai été élu, il faut que je puisse assurer un bon management des institutions locales pour aller vers la prise en charge des besoins des citoyens qui nous ont mis là. La dernière compétence qui est un peu une compétence plus diffuse, qui n'est pas très souvent vue, c'est la compétence de leader. Et quand je dis leader, je fais référence à un ensemble d'attitudes cette fois-ci, pas des aptitudes, mais des attitudes. Le maire ou le président du département, je pense qu'il doit être un modèle. Il doit être inspirant, il doit inspirer aux jeunes. Il doit être un modèle qui s'impose à tout le monde, puisque en Afrique, l'éducation par le modèle me semble essentielle. Donc ceux qui viennent vers nous, est-ce qu'ils sont déjà des modèles exemplaires dans les communautés, dans les quartiers ou dans les villages dans lesquels nous sommes? Ça me semble être quelque chose d'important. Il doit être intègre. L'intégrité me semble être quelque chose d'important, mais qui est en train de se perdre. Alors, je pense que c'est important dans ce vers quoi nous allons, notamment les prochaines élections, qu'on puisse identifier auprès des candidats qui viennent vers nous cette aptitude à avoir de l'intégrité dans tout ce que nous sommes en train de faire. Quand je dis qu'il doit être authentique, parce que nous voyons très souvent que les comportements ne sont pas alignés aux sentiments et aux convictions que nous avons. Très souvent, tu vois la personne avec un ensemble de comportements, mais quand tu analyses un peu les sentiments et les convictions qu'il a, tu te rends compte qu'il y a un très grand décalage. Ce qui fait qu'il n'y a pas un peu ce que j'appelle cette authenticité qu'on attend auprès des élus et qui doit être traduit dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Donc voilà, à mon avis, quand on dit l'élu idéal, un ensemble d'aptitudes, mais aussi un ensemble d'attitudes et de comportements que nous cherchons. Et je lance en ce moment un appel pour les citoyens pour qu'ils puissent faire très attention. Au moment du choix, voilà un ensemble d'éléments qu'il faudra voir. Ce n'est pas uniquement le choix politique. Nous allons choisir et mettre à la tête des institutions locales des gens qui vont gérer pendant 5 ans. Pendant 5 ans, ils vont prendre des décisions, ils vont parler à notre nom. Donc c'est important qu'on puisse faire attention à ce qu'on va mettre à la tête de ces institutions-là. À mon avis, la posture du citoyen modèle, on le voit déjà au moment du choix. Il faut que ce soit quelqu'un qui est engagé du point de vue citoyen. Un engagement citoyen, c'est
bon, beaucoup de ceux qu'on va rencontrer dans les territoires, dans les meetings, dans les terrains, dans les réseaux sociaux, etc., bon, est-ce qu'ils sont déjà inscrits pour aller faire le devoir citoyen? S'ils ne sont pas inscrits, cela voudrait dire que, bon, du point de vue de la citoyenneté, du point de vue des devoirs citoyens, il y a quelque chose qui manque. Donc, à mon avis, même au moment d'aller vers les élections, il y a un ensemble d'éléments que nous guettons auprès des citoyens qui doivent être des éléments. Alors, une fois que l'élection est passée, c'est aussi tout ce pouvoir de participation, d'engagement dans la gestion publique. Très souvent, qu'est-ce qu'on voit? Le maire, il est élu et bon, quand il ouvre des canaux pour que les citoyens puissent participer, on ne voit personne dans la participation. Ou ceux qui sont là, c'est plutôt ceux qui sont engagés politiquement. Alors qu'il y a un moment pour la politique, mais aussi il y a un moment pour le développement. Une fois que les élections sont passées, et nous prions que ça se passe dans de bonnes conditions avec la paix, et que le lendemain que tout le monde se réveille et que tout le monde retourne au travail. Donc une fois que c'est passé, pendant 5 ans, ce qu'on attend, c'est que les citoyens se mobilisent, qu'ils puissent assumer leurs devoirs citoyens en participant à la gestion publique. Participer à la gestion publique, c'est participer au moment où les décisions se prennent. C'est participer au moment où on ouvre des canaux de consultation. C'est aussi participer au moment où la décision est prise, on est en train de le mettre en œuvre, mais c'est aussi participer au moment où il faut évaluer tout ce qui a été fait. Est-ce que nous sommes là dans le processus de décision, à toutes les étapes du processus de décision, depuis l'identification des besoins, la mise en œuvre des solutions, le suivi et l'évaluation. Le citoyen, c'est aussi ça qu'il attend, surtout que c'est des élections de proximité qui concernent notre vécu, qui concernent notre devenir. C'est important que le citoyen puisse assurer cela. Et c'est important qu'il puisse aussi interpeller ses élus. Très souvent, ça manque. On a mis à la place dans les institutions quelqu'un et bon, qui va gérer pendant 5 ans. On ne dit rien, on ne fait rien, on le laisse gérer. Et les choses ne marchent pas, mais personne n'intervient pour dire quoi que ce soit. Bon, et malheureusement, ce sera 5 années de perdu. Donc, pour le citoyen, c'est important qu'il puisse connaître ses droits, mais aussi qu'il puisse assumer ses devoirs citoyens. Je pense que je vais me limiter à 2. Le premier, c'est un appel à la paix. Ce que nous entendons ces derniers jours ne nous rassure pas. C'est des messages qui ne doivent pas exister dans un pays comme le Sénégal. Ce que nous voyons se passer, c'est aussi une violence, pas physique, mais une violence qui s'exprime. Et c'est ces formes de violence qui peuvent se traduire par une violence politique, par une violence physique. Donc faisons très attention. C'est vraiment un appel que je lance à tout le personnel politique, qu'il soit de la majorité, qu'il soit de l'opposition. Cultivons la paix. Faisons en sorte que les formes de violence disparaissent et surtout les violences institutionnelles qui sont les plus insidieuses, pas visibles mais insidieuses, et qui peuvent par la suite résulter et être la résultante de violences. Une fois que cela est dit en termes de message pour la paix et la violence, pour la paix et éviter la violence, le deuxième appel ce sera, une fois que tout cela est passé, engageons-nous dans des processus de gouvernance participative. C'est important, une fois qu'on connaît qui va nous représenter, que nous puissions ensemble avec lui co-construire nos collectivités territoriales. À mon avis, c'est une opportunité extraordinaire au moment où nous disons que nous sommes en train de nous acheminer vers ce qu'on va appeler le développement durable. C'est important qu'on puisse se dire le développement durable ne peut se faire que dans la co-construction. Les citoyens et les élus puissent ensemble co-construire nos collectivités territoriales, puisque si toutes les collectivités sont gérées de manière judicieuse, la perspective de développement au niveau étatique, même au niveau international, peut être introduite. Mais bon, si les choses sont mal gérées dans les collectivités, malheureusement, nous ne percevrons pas. Donc, co-construction, participation à la gestion publique et culture de paix, ça c'est le message clé que je voudrais lancer. Et pour terminer, peut-être remercier tous ceux qui travaillent avec nous sur ces questions-là. Je sais que dans la préparation, nous avons à ENDA voulu lancer cette série de capsules vidéo pour la paix. Donc je remercie tous les leaders,
toutes les personnalités qui participent par leur voix à lancer ces messages-là pour que la paix soit, pour que les élections se passent, mais surtout pour qu'on parvienne à désigner ou à élire nos prochains dirigeants, nos prochains maires et nos prochains présidents du département et nos prochains conseillers. Je les remercie tous et indiquer également que nos remerciements vont à l'intention des partenaires qui nous soutiennent, qui travaillent avec nous. C'est que l'Union européenne soutient cette initiative, donc c'est l'occasion pour nous de le remercier. Enda Chairman soutient cette initiative. Bon, nous lançons, nous voulons juste lancer une initiative, mais nous voulons que ce soit approprié par tout le monde. Tous ceux qui aujourd'hui, qu'ils soient des partenaires techniques et financiers, qu'ils soient des organisations de la société civile, qu'ils soient des groupes divers qui sont sur le territoire et qui sont conscients qu'il faut qu'on construise ensemble la paix, tout cela nous les lançons un appel pour qu'ils se joignent à cette initiative. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire. Ensemble, nous pouvons co-construire cela. Ensemble, nous pouvons relever le défi. Et ensemble, nous pouvons nous regarder le 23 janvier pour dire, bon, l'élection est passée, maintenant il faut qu'on construise.